À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour votre patience. Nous allons donc pouvoir démarrer cette réunion de restitution autour de la consultation citoyenne du Pignada. Je vais m'en tenir là pour l'introduction et laisser la parole à Claude Olive, le maire d'Anglet. Bien, merci. Je vais essayer d'oublier personne. Madame la députée, que j'ai vue dans la salle. Mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mesdames, messieurs les adjoints, les responsables de l'ONF qui sont là, que je tiens à saluer, les pompiers qui sont là, les servantes de Marie, sœur Isabelle, mesdames, messieurs, mes chers amis, d'abord pour commencer, merci. Un grand merci pour votre présence pour cette nouvelle étape que nous entamons aujourd'hui pour la renaissance du Pignada. C'est un engagement que j'avais pris avec mon équipe dès le lendemain de l'incendie, le 30 juillet. Rappelez-vous, ce fameux 30 juillet 2020, date qui restera à jamais gravée dans l'histoire d'Anglet, dans la mémoire des Anglois. Cette consultation citoyenne qui s'est déroulée ces derniers mois était particulièrement importante pour nous. Tout d'abord, parce qu'elle consistait à vous donner la parole, à vous, citoyens, acteurs, usagers, réguliers ou non d'ailleurs, de cet espace naturel. Chacun devait pouvoir disposer d'un espace où exprimer son ressenti, sa perception, ses idées sur l'avenir de notre Pignada. C'est une démarche novatrice, c'est un pas de plus vers la participation effective des citoyens pour devenir des acteurs d'un avenir collectif. Cette étape était aussi importante parce qu'elle permet à nous, propriétaires et gestionnaires, de vérifier que notre vision de cet espace et que les décisions qui vont en découler pour son reboisement et sa gestion sont alignées avec les attentes des citoyens et des associations. Je tiens à vous remercier, chacune et chacun, sincèrement, pour votre participation active lors de cette consultation citoyenne. Comme cela va vous être présenté, vous avez été nombreux à vous mobiliser, tant en ligne, sur la plateforme notrepignada.fr, que sur le terrain, lors des ateliers balades. Cela montre votre attachement à cet espace précieux et emblématique de notre ville, et nous le partageons. En parallèle de cette consultation, de nombreuses personnes ont souhaité participer à la renaissance du Pignada d'une autre forme. Et oui, celle du don. Dès le lendemain de l'incendie, l'association Ayundam Pignada a été généreusement créée puis portée par M. Robert Villeneuve, qui est ici, accompagné de Serge Bellegarde, pour regrouper toutes les bonnes volontés. Au fil des mois, plus d'une centaine de personnes ont fait des dons et vous avez récolté par Ayundam Pignada. La ville d'Ansbach, jumelle d'Anglet depuis 1968, a également participé à cet élan en adressant à la ville un don de 15 000 €. Enfin, la plateforme Ecocea a permis de récolter 4 380 € supplémentaires provenant de 58 donateurs. Grâce à la générosité de 162 donateurs, ce sont au total 130 000 € qui ont été récoltés pour la renaissance du Pignada. Je vous demande de les applaudir. Les propriétaires et gestionnaires, mais aussi les élus de la ville d'Anglet, et particulièrement, je voudrais les saluer ici ce soir, Madame Valérie de Kecker, adjointe déléguée à l'environnement, au cadre de vie et à la transition écologique, mais aussi Christian Mutiot, conseiller municipal délégué aux forêts, nature en ville et aux espaces verts, s'associe à moi pour remercier la générosité de nombreux donateurs et aussi votre travail, mon cher Robert et mon cher Serge. Le résultat de cette consultation nous permettront de venir vous présenter un programme d'action de reboisement, prévention du risque incendie
et de pédagogie. Nous reviendrons très vite vers vous pour vous en proposer le contenu. C'est en tout cas une grande fierté pour moi de constater l'implication de près ou de loin des citoyens pour la renaissance et la préservation de cette forêt. Que nous soyons riverains, usagers quotidiens ou occasionnels, nous avons tous une histoire avec cet espace unique. Cette consultation l'a rappelé et nous permet, mes chers amis, d'écrire ensemble l'avenir du Pignada. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Effectivement, une soirée sous le signe des remerciements, puisqu'une soirée de restitution après plusieurs mois de consultation citoyenne que nous avions ouvert ensemble, ou en tout cas pour une très grande partie d'entre vous, au mois d'octobre dernier lors d'une réunion de lancement. Aujourd'hui, on se retrouve avec finalement 3 grands objectifs pour cette soirée. Revivre les temps forts de cette consultation, puisqu'elle a eu plusieurs formats et vous avez été nombreux à y participer. Donc on souhaite aussi pouvoir vous faire ce retour. C'est aussi une soirée pour partager les grands enseignements que nous gardons de ces mois de consultation et que nous vous livrerons. Et c'est également le temps de la mise en perspective. Alors, monsieur le maire l'a dit, ça n'est pas le temps de la présentation et de la proposition, c'est le temps de commencer à voir la prochaine étape et les pages qui vont s'ouvrir prochainement pour l'avenir du Pignada. Et donc, ce sera également un moment qui vous sera proposé pour aller au-delà de cette phase de consultation. Le déroulé de notre soirée, très clairement, va s'articuler autour de ces grands objectifs. Un premier temps de retour sur la consultation, un second sur les grands enseignements, où on tracera ensemble les grands axes, les grands points clés qui ont été discutés. Nous ferons ensuite un point de synthèse sur les grands enjeux, ce qui se joue demain pour le Pignada. Et enfin, nous pourrons clôturer notre soirée ensemble. Je ne serai pas seule pour opérer cette présentation qui, vous le verrez, est assez riche, hein, aussi riche que le nombre de participants à cette consultation l'a été. Donc je vais inviter à me rejoindre en tribune Anne-Francine Lafontaine, chef de projet environnement à la ville d'Anglet, et Peyo Lambert, technicien espaces naturels sensibles et biodiversité au département des Pyrénées-Atlantiques. Aux côtés de monsieur le maire. Merci à tous les deux. Donc on va donc faire une présentation et un retour ensemble sur cette consultation. Déjà peut-être se rappeler que c'est une consultation tout à fait singulière qui nous a été donnée de réaliser, à la fois pour vous mais aussi pour nous qui l'avons conçue avec vous et vécue, parce que c'est une consultation qui avait un véritable enjeu de temporalité. Cette consultation, elle répondait à l'urgence à agir, elle faisait l'objet d'une très forte attente et donc elle devait aussi se mettre en œuvre rapidement et être capable de produire aussi un certain nombre d'enseignements dans un temps court. C'est aussi une consultation qui avait, non pas aujourd'hui, mais surtout demain, dans le viseur, un enjeu de vision prospective, d'arriver ensemble à aller au-delà du vécu, du moment déchirant, du moment compliqué qui a été vécu, et d'être capable de se projeter, de co-construire ensemble. Et c'est un pari qui, vous le verrez, a été très largement relevé par l'ensemble des participants. C'est aussi, et ça va de soi, c'est un sujet sensible sur lequel on a eu vraiment à cœur de faire attention et de prendre en compte aussi toute la charge affective, émotive qu'il y avait derrière ce projet, derrière ce vécu, et puis surtout l'attachement très fort des Anglois pour leur forêt. Et enfin, un sujet de périmètre et de cible, alors voilà, des mots un peu barbares, mais néanmoins tout à fait intéressant pour nous aujourd'hui, parce que de périmètre, c'est une forêt qui, on va le voir, est une forêt au cœur de la ville d'Anglet et qui a fortement impliqué les Anglois, mais c'est une forêt qui rayonne bien au-delà des simples limites de la ville d'Anglet. Donc il y avait aussi cet enjeu de périmètre et d'une consultation qui peut permettre de s'exprimer, même si on n'est pas Anglois. Et puis un enjeu de cible, parce qu'on est chacun à notre façon concerné par la consultation. Et donc cette consultation, vous en avez présenté les grandes modalités quand on s'est vu au mois d'octobre pour vous inviter tous à y participer. Donc vous le voyez, différents moyens ont été mis en œuvre. Une plateforme de la participation que monsieur le maire évoquait tout à l'heure, notre pignada.fr. Je profite de l'occasion pour vous dire que ce temps de restitution ne marque pas la fin de ce site internet. Vous pourrez, et on vous y invite, continuer à vous y rendre, notamment pour voir la restitution de cette soirée et surtout pour peut-être consulter les éléments de témoignages et d'informations qui y étaient partagés.
Nous vous proposions également de déposer des contributions de manière tout à fait libre par différents moyens, et notamment celui de la plateforme. Un certain nombre de personnes et d'associations ont saisi cette opportunité, nous le verrons. Il était proposé également sur cette plateforme, mais pas seulement, de répondre à un questionnaire qui vous permettait à la fois de traduire aujourd'hui et de traduire demain, des réunions publiques comme celle que nous conduisons aujourd'hui, donc au nombre de 2, celle qui a permis de lancer cette consultation et celle qui nous réunit aujourd'hui pour restituer ces grands enseignements, 4 balades ateliers, des formats un peu hybrides, on y viendra. J'ai d'ailleurs reconnu certains visages qui nous ont accompagnés sur ces événements conviviaux mais néanmoins constructifs. Et puis des chantiers participatifs qui étaient conduits en marge de cette consultation avec de l'arrachage de plantes invasives, on y reviendra. Donc voilà un peu le panorama de ce qui vous était proposé pour participer depuis le mois d'octobre dernier. On va légèrement zoomer sur chacune de ces modalités pour celles et ceux qui n'en auraient pas eu connaissance, et puis pour d'autres se rappeler des éléments qui étaient proposés. Donc cette plateforme, à la fois un espace d'information où on y retrouvait l'ensemble de la matière disponible sur le projet, sur la forêt. Vous y retrouviez également des témoignages, des éléments d'agenda sur les rencontres. Il était vraiment fourni d'un grand nombre de ressources. Et puis vous aviez un espace de contribution, comme je le disais, à la fois d'inscription aux événements. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous d'ailleurs ce soir, ont joué le jeu de l'inscription sur le site internet, le dépôt de contribution et bien sûr la réponse au questionnaire. Ce questionnaire qui me permet de faire une transition, un questionnaire qui a été assez plébiscité. On a aujourd'hui quasiment 900 répondants décomptés, 897 pour être tout à fait précis. Je le disais, ce questionnaire, il avait un double objectif. C'était à la fois recueillir le vécu et au travers du vécu, les attentes que vous souhaitiez formuler pour demain, les grandes vocations que devait conserver ou développer la forêt. Il était orienté autour de ces 3 grandes parties avec votre usage, votre vision. On a des répondants qui étaient à parité hommes-femmes, qui ont, et c'est intéressant de le souligner parce qu'en pareil cas et sur d'autres consultations, c'est un élément qui parfois fait un peu défaut. On a souvent une sous-représentation de cette fameuse tranche d'âge des 41-65 qui font partie, tout comme les autres tranches d'âge, des forces vives de la ville. Et donc là, c'est vrai que c'est plutôt intéressant de les voir très fortement représentés et complétés, bien sûr, à part égale par les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. Donc c'est plutôt un résultat qui traduit aussi une forte implication de tous. Concernant, et c'est assez lié, vous vous en doutez, on a plus de 2/3 d'actifs et un peu plus d'un tiers de retraités. Et puis, surtout, élément fort de l'implication, de l'engagement et de l'attachement des Anglois, c'est cette surreprésentation des Anglois et notamment des riverains dans la réponse à ce questionnaire, avec plus de 80% d'Anglois et plus de 40% de riverains de la forêt. Voilà pour les grands traits et grands éléments de qualification de ce questionnaire. On y reviendra après sur les contenus. Si on zoome sur les temps de rencontre, tous les temps où nous avons pu nous rencontrer et échanger ensemble, épargnés par les conditions sanitaires qui nous ont quand même permis de maintenir chacune de ces rencontres, et c'était précieux. Vous voyez apparaître donc aux extrémités les réunions publiques, les chantiers participatifs sur le haut de la frise, dont un qui sera reporté, et puis en bas de la frise les 4 balades ateliers qui ont été proposés entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Ces balades ateliers, elles étaient un peu hybrides. Ceux qui l'ont vécu ont pu voir un peu tout l'intérêt de ce double format qu'on a souhaité vous proposer. Parce qu'encore une fois, on était sur un sujet qui méritait une approche tout à fait singulière. Donc on a proposé de travailler, certes autour des 4 grands thèmes qui vont demain irriguer les réflexions et le plan de reboisement, mais surtout un format qui permettait une itinérance commentée, puisque cette forêt, il est bon de la vivre avant d'en parler. Donc il était tout à fait important, et il a même parfois été difficile de finir cette itinérance commentée dans la forêt pour se remettre en atelier de travail, tellement c'était un moment d'imprégnation, de partage qui a été extrêmement intéressant. Et puis un temps participatif parce qu'il fallait quand même produire de la matière ensemble, et qui nous a permis de travailler plus concrètement sur ces 4 thèmes. Donc merci à tous ceux qui se sont mobilisés sur ces balades ateliers et qui ont fait la richesse des contenus dont on dispose aujourd'hui.
Et très rapidement, mais c'est important de le préciser, les chantiers participatifs qui ont été réalisés ont suscité un véritable engouement. Beaucoup de participants ont souhaité que cette opération puisse se renouveler sur ce thème ou sur un autre, mais ça a vraiment été un format qui a beaucoup plu et qui a permis une implication tout à fait opérationnelle de chacun au chevet de la forêt. Donc voilà, un format qui sera de toute façon reproduit. Vous le voyez, il y a une date complémentaire qui a été proposée le 23 février prochain. Donc ça sera l'occasion pour certains, si vous ne l'avez pas encore fait, de partager ce moment tout à fait singulier. Revenir en chiffres, parce que quelquefois les chiffres, ça marque un peu le pas. On se dit qu'on a été nombreux, on se dit qu'on s'est mobilisé, mais voilà les chiffres qui en témoignent. Alors 115 participants à la réunion publique de lancement, auxquels nous pouvons sans difficulté ajouter les 130 que j'ai dénombrés à la feuille d'émargement, et encore certains sont arrivés depuis. Donc on voit aussi que c'est une mobilisation qui ne faiblit pas. Entre le lancement et la restitution, vous êtes toujours présents dans cette consultation, et ça c'est suffisamment important pour le souligner. Des balades ateliers qui étaient contraintes en nombre de places, donc 88 pour 80 places. Donc on est globalement dans un bel exercice, toutes les balades ateliers affichées complets, et on a donc eu le plaisir de vous retrouver, avec sans doute pour certains peut-être l'envie d'y participer sans le pouvoir, mais c'est vrai que c'est aussi un format qui a beaucoup plu et qui a fortement mobilisé. Les réponses au questionnaire, alors elles sont passées de 897 à 904, parce qu'il y avait également la capacité pour les associations de répondre au questionnaire dans un format adapté. Donc au cumulé, grand public plus association, on est à plus de 900 réponses, donc 904 réponses au questionnaire. Les contributions qui ont été déposées de façon libre sont au nombre de 24, 17 plus 7 pour les associations. Et puis enfin, on a indiqué 7 rencontres experts. Alors, l'idée était plutôt de traduire ici cette démarche qui a été faite tout au long de la consultation, avant et même qui a plutôt une volonté à se poursuivre, c'était de continuer à rencontrer des experts pour nourrir la réflexion au cours de la consultation, mais aussi après, d'acquérir de la connaissance, de bénéficier de retours d'expérience sur des sujets tout à fait spécifiques. Donc typiquement, des rencontres ont été conduites avec des organismes tels que l'INRA, tels que la RDFCI, d'autres structures qui ont été, et d'autres personnes aussi, d'experts plus individuels qui ont été rencontrés sur des thèmes comme les enjeux paysagers, l'éco-pâturage en forêt, la sécurité, la résilience au changement climatique, ou encore l'histoire avec un grand H du Pignada, puisque cette histoire, elle est aussi au cœur de l'avenir de la forêt. Donc voilà concrètement, en chiffres, en présentation, ce que nous avons collectivement vécu au cours de ces derniers mois. Et je pense qu'à la façon des donateurs, on peut aussi chaleureusement applaudir tous ceux qui ont vécu cette consultation, qui ont fait qu'on peut aujourd'hui attester d'une matière riche et représentative aussi. Donc vraiment bravo à tous et merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette consultation. Car c'est un exercice qui demande du temps et de l'implication personnelle, et donc ça mérite d'être souligné. Voici un petit extrait, un film réalisé pour revivre un peu ce moment.
intéressant d'apprendre d'ailleurs sur les plantes, sur la faune, etc. Voilà, puis de participer surtout. J'ai envie qu'elle redevienne belle et de lui rendre tout ce qu'elle me donne au quotidien. Moi j'ai vu la consultation et j'ai vu qu'il y avait des ateliers et des trucs comme ça et je voulais aider la forêt. Alors ce matin, on a déraciné le raisin d'Amérique qui envahit donc la zone et qui est nocif au reboisement de Chibertac. C'est quelque chose d'important et puis ouais, je pense qu'il y a une certaine fierté personnelle. Gros chantier à venir, je pense. Mais c'est tout, voilà, c'est assez intéressant d'intervenir à cette étape-là de la future forêt. Voilà. Voilà, donc des remerciements renouvelés. On aura le plaisir peut-être de la revoir une seconde fois sur le site internet demain. Pour passer une transition, pour passer maintenant aux grands enseignements. Alors, quelques précisions avant de nous faire cette présentation pour vous dire à la fois que donc, cette matière riche dont je parlais tout à l'heure, l'enjeu ce soir, c'est d'être dans cet exercice un peu d'équilibre entre la restitution la plus exhaustive possible, mais une restitution qui tienne compte aussi de la force de certaines idées parce qu'elles ont été relayées par un très grand nombre de personnes, et puis de malgré tout quand même pouvoir relayer certaines idées, même si elles ont été contradictoires ou plus faiblement exprimées. Donc c'est ça que nous allons tenter de faire ce soir, c'est de vous donner la vision la plus objective, mais aussi une vision un peu déjà analysée de ce qui nous a été donné d'entendre. Donc ça n'est pas complètement exhaustif. Si vous ne retrouvez pas la phrase ou l'idée que vous avez donnée, ça peut arriver, mais on espère en tout cas avoir repris toutes celles qui ont été les plus fortement exprimées. Et de toute façon, un bilan de la consultation sera prochainement mis à disposition, dans lequel nous avons fait cet équilibre beaucoup plus précisément qu'il me sera donné de le faire ce soir, sinon nous allons passer bien plus que 2 heures ensemble. Donc on va essayer de tenir aussi cet objectif de temps, parce que vous allez le voir, beaucoup de sujets. Donc ce travail-là, il a été fait autour de 4 grands axes. Le premier, c'est la forêt d'aujourd'hui à demain, parce qu'on a senti aussi cette idée que aujourd'hui avait une valeur qu'il fallait à la fois faire vivre demain, mais c'était aussi aujourd'hui des expériences qui nous permettaient de faire mieux aussi. Donc s'appuyer pour aujourd'hui, sur aujourd'hui, pour préserver, mais aussi pour évoluer. Les vocations de la forêt, qui sont très fortes, qui sont très marquées, qui sont multiples, et sur lesquelles vous formulez un certain nombre d'attentes, parce qu'elles vous sont chères. La gestion du massif a été aussi un sujet extrêmement important, à plus d'un égard, et on y retrouve bien sûr la sécurité incendie, mais pas seulement. Donc on pourra explorer ce sujet. Et enfin, la thématique de l'aménagement au sens large et de l'accueil du public, qui a également été un sujet d'échange assez riche. Donc rentrons peut-être tout de suite sur la forêt d'aujourd'hui à demain. Alors, pour parler d'aujourd'hui, le premier outil qui a été proposé, c'est effectivement ce questionnaire et ces témoignages que nous avons vécus pendant les balades ateliers. Et ce que l'on voit, c'est que les participants qui se sont mobilisés, ils ont montré aussi tout l'attachement et la variété des profils qu'il fallait prendre en compte pendant cette consultation, à la fois des élus fortement mobilisés, des associations, des habitants, des riverains, de toute nature, les usagers se sont mobilisés et on les a tous vus à un moment donné dans la consultation. Et donc cette grande richesse, elle donne autant de force aux résultats qu'on a aujourd'hui. Elle démontre à la fois l'attachement, mais aussi la volonté de co-construire la forêt de demain. C'est une consultation qui a été multigénérationnelle. Les formats l'ont très bien fait apparaître, notamment les balades ateliers où on retrouvait plutôt des personnes retraitées le mercredi après-midi et le samedi, plutôt des familles. On a vraiment pu, grâce à ces différentes modalités, toucher un très large public. La forte mobilisation des Anglois et des riverains, que je traduisais tout à l'heure, avec ces chiffres assez forts, plus de 80% d'Anglois et plus de 40% de riverains. Et puis les associations qui se sont aussi mobilisées de différentes manières, parce que pendant les balades ateliers, on pouvait à la fois venir en tant que riverain, mais aussi en tant que membre d'une association. Donc le propos était avec ces deux univers qui s'entremêlaient, et aussi des contributions qui ont été formulées sur la plateforme au titre de certaines associations qui ont proposé des idées.
ressources. Donc voilà cette diversité sur laquelle s'appuient ces grands enseignements. Ensuite, on a traduit un élément fort qui est le vécu et les usages de la forêt et qui fonde finalement les attentes, on va le voir. Le Pignada, c'est pour plus de 60% des répondants le lieu où on se ressource, le lieu où on va se dépenser, le lieu où on va couper avec le milieu urbain. Le Pignada, c'est aussi un lieu qui est intégré à son tissu urbain, parce que c'est un lieu de vie, parce qu'on peut être riverain de cette forêt, parce que c'est un lieu de passage quotidien pour certains, pour aller à la plage, pour aller au travail. Donc on vit aussi la forêt potentiellement comme un lieu de passage. C'est aussi un lieu où on fait de courtes balades, juste pour s'oxygéner, promener son chien. Voilà. Donc on a des usages qui sont tout à fait différents, des motifs pour se rendre dans la forêt qui sont multiples et qui impliquent, et c'est peut-être le fil rouge de cette présentation ce soir, tout l'enjeu de faire cohabiter les envies et les usages. Et c'est vraiment ça qu'on va partager ensemble ce soir. Au-delà de ce vécu, on a également partagé ensemble le patrimoine et les symboles. J'ai en tête, et pour certains d'entre vous aussi, la première balade atelier avec le témoignage complet et si intéressant de sœur Jacqueline qui nous a raconté le fruit de ses recherches et qui nous a partagé un grand bout de l'histoire du Pignada. Et grâce à elle, on est rentré aussi dans un univers historique qui peut-être n'était pas connu de tous et qui a permis justement de s'imprégner de cette histoire et de témoigner collectivement que le Pignada, il est dans l'ADN de la ville, clairement. C'est une forêt, c'est un massif qui a sa propre histoire, mais qui a aussi une histoire dans l'histoire de la ville. Il y a vraiment cette interconnexion qui a été fortement évoquée et qui était très riche. On voit que tout est interconnecté, les évolutions, les pratiques, les modes de vie, et finalement, ils ont vécu l'un et l'autre au rythme croisé. Les représentations aussi sont assez fortes, elles touchent aux sensibilités de chacun, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elles touchent au sens. La forêt est un endroit d'odeur, de son, d'images qui véhiculent pour chacun des choses tout à fait singulières et qui font cet attachement et ce sentiment si particulier. Ce fort attachement, il est aussi symbolisé de manière plus matérielle. Je vous donne la pine de pin comme le premier élément, mais c'est celui qui est sur toutes les lèvres, nécessairement. Et c'est d'ailleurs le premier qui est ressorti à la première question posée, très clairement. Les dunes de sable aussi, qui font partie de ce paysage. Les pins gemés. Je pense que sœur Jacqueline y est pour beaucoup sur cette intervention sur les pins gemés. Le bétail, les chênes lièges, et puis effectivement toutes les espèces qui peuvent être croisées. Et puis quelques sites emblématiques aussi qui font partie de ce paysage et des sites qui ont marqué le lieu. Le pavillon chinois, l'usine de la Barre, le parc Isadia, la maison de Montbrun. Voilà, autant d'éléments qui sont la maison de Jeannette, dit monsieur le maire. Voilà autant d'éléments qui ont permis aussi à un moment donné de poser ce qui faisait les valeurs, les marqueurs de cette forêt et la symbolique qu'on plaçait derrière. Et puis, il a été le temps de se projeter sur deux grands éléments forts parce que finalement, cette consultation, elle traduit ça. Elle traduit un enjeu de préservation et on le verra tout à l'heure, un enjeu de résilience. Ces deux enjeux ne sont pas contradictoires, bien au contraire, ils se pensent ensemble. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a ressenti et donc on va essayer de traduire ces deux enjeux, mais encore une fois, ils sont mêlés. L'enjeu de préservation, il est très clairement plébiscité. C'est vraiment une attente très très forte exprimée. Conserver cette forêt naturelle, dense, aller rechercher peut-être demain des îlots sanctuarisés qui permettent de sauvegarder les espèces, de permettre à la forêt à certains endroits de se régénérer par elle-même. Et puis, l'idée de dire que la partie du Pignada qui est à replanter constitue une vraie opportunité de travailler sur cet objectif-là de préservation, de régénération. Le respect de l'aspect naturel de la forêt, c'est aussi celui des strates. Le deuxième balade atelier nous a vraiment appris ça. Donc là, c'est Peyo qui était à la manœuvre pour l'itinérance commentée et qui nous a vraiment fait rentrer dans l'univers de la forêt en qualifiant chacune de ces strates et en nous permettant de comprendre la composition d'une forêt. Et sur ce moment-là, on a tous pu évoluer, comprendre qu'elles étaient complémentaires, qu'elles avaient toute une vocation et qu'il n'était pas forcément question de choix, mais plutôt de comprendre cet univers pour mieux formuler les attentes. Le sentiment d'espace sauvage est aussi beaucoup revenu parce que c'est celui qui crée la notion de dépaysement.
Et ça a été aussi une attente assez forte, c'est de maintenir cet aspect. Alors, forêt cathédrale, on verra tout à l'heure, Peyo peut-être pourra commenter ce terme-là, mais elle a quand même été plébiscitée parce que c'est cette dimension très sauvage, très préservée, qui crée la déconnexion. Ensuite, un point fort aussi, c'est un paysage emblématique à reconstituer rapidement. La notion de rapidement, cet enjeu de réponse à l'urgence est très très fort. Tous ont vraiment cette volonté de rapidement effacer ce moment difficile qu'a été l'incendie, à la fois sans doute pour des motifs sensibles, mais aussi pour des repères. Se rendre dans la forêt et retrouver un paysage qui nous est plus familier, des marqueurs. Aujourd'hui, certains ont témoigné que les zones très ouvertes de la forêt sur la partie incendiée donnent une impression tout à fait différente. On ne se sent plus vraiment dans le Pignada qu'on connaissait avant. Le charme d'antan, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup revenu. Essayons de retrouver, grâce à cette opportunité, les grands marqueurs qui ont fait que le Pignada est le Pignada pour chacun d'entre nous. Mais tout ça dans une volonté d'aller assez rapidement, parce que ça manque. Ça manque beaucoup. Et donc, cette notion-là, elle a été fortement exprimée. Pour compléter mes propos, et peut-être on aura une intervention de Peyo et d'Anne-Francine tout à l'heure, évoquer avec vous le sujet de la résilience. Alors, c'est un sujet qui est très, très vaste, mais qui tient aussi à cœur de l'essentiel des participants qui ont participé à cette consultation. La résilience, c'est penser pour demain cette forêt, l'opportunité qui nous est donnée de repenser la forêt et de travailler sur cette partie incendiée. C'est à l'aune des enjeux d'adaptation au changement climatique et comment les actions d'aujourd'hui sont dans l'anticipation des enjeux de demain. Donc sur ce sujet de la résilience, il y a à la fois une volonté de conserver les fondamentaux. La forêt, le Pignada, ce sont des éléments emblématiques et fondamentaux qui ne sont pas incompatibles avec les enjeux de résilience et auxquels on tient. Typiquement dans les essences, le pin maritime, le chêne liège sont des repères, sont des espèces sur lesquelles il y a une attente de préservation parce que bien adaptées aussi à la base dunaire, mais aussi au paysage du Pignada. Et je le disais, donc ces fondamentaux, ils ne sont pas contradictoires avec l'opportunité d'aller chercher aujourd'hui, grâce aux réflexions que nous avons conduites, une nouvelle palette d'espèces à replanter. Donc il y a aujourd'hui un champ très ouvert. Certaines contributions ont permis d'alimenter en fait la liste de ces espèces et la vision que l'on avait de ces différentes strates de la forêt. Et donc aujourd'hui, on a une base intéressante à transmettre aux techniciens pour qu'ils soient capables de proposer et en fonction de la faisabilité et des besoins de la forêt, répondre au mieux aux attentes qui ont été exprimées. La partie incendiée, je le disais tout à l'heure, c'est véritablement une opportunité pour beaucoup d'aller chercher un espace qui permette de travailler cette résilience. On a un certain nombre d'actions qui ont été proposées, d'idées. Alors je vais en citer quelques-unes, mais vraiment, il y a eu des idées foisonnantes sur le sujet. La variation dans le choix des végétaux, on vient d'en parler, on a des enjeux autour de la sécheresse, du changement climatique, et donc des espèces qui soient capables de s'adapter. La création d'espaces tests, c'est-à-dire considérer que cet espace il peut aussi être un laboratoire d'expérimentation pour aller chercher une forêt plus résiliente. Et puis, derrière la forêt, il y a aussi la faune, la flore, la biodiversité qui s'y développe. Et donc demain, aller chercher des actions qui permettent de la préserver, de conforter sa présence sur site, avec pourquoi pas la création de points d'eau dans des espaces adaptés qui permettraient justement de maintenir cette biodiversité et peut-être aussi de l'inventorier, avoir des espaces qui permettent d'avoir encore plus une visibilité de la richesse de la biodiversité qui s'y développe. Donc voilà sur les deux grandes pistes que sont la préservation et la résilience qui ont été fortement évoquées et que je synthétise et que je simplifie sans doute beaucoup plus riche que ça dans les contributions. Donc pour nourrir un petit peu ce que je viens de vous présenter, Anne-Francine et Peyo, peut-être Peyo sur les strates parce que j'en ai parlé et je pense qu'un éclairage d'un vrai technicien est vraiment intéressant à avoir. Et puis sur l'enjeu de résilience, Anne-Francine avec les espèces à replanter. La petite partie technique. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Diane pour ce retour. Effectivement, lors de l'atelier numéro 2, nous avons pris le temps d'observer un petit peu comment évolue une forêt
Une forêt, elle évolue sur un temps assez long. On fait partie d'une toute petite partie de son évolution et on a pu parler de forêt cathédrale quand on parle des pins maritimes qui représentent la strate, la hauteur la plus importante de la forêt. Mais la forêt, c'est un ensemble et ça commence dès le sol, presque même dès le sous-sol. On est sur un sol sableux, donc assez pauvre d'un point de vue écologique, où l'eau a tendance à s'infiltrer très rapidement dans les nappes et qui rend donc les conditions de vie assez difficiles. Mais malgré ça, la nature s'installe et par petites, comme un millefeuille, on pourrait dire, elle se développe en harmonie avec toutes les différentes espèces. Donc on trouvera au niveau du sol ce qu'on appelle nous la strate mucinale ou la strate des mousses, où l'on pourrait trouver éventuellement tous les champignons aussi que certains ou certaines aiment bien aller chercher. Au-dessus de cette strate mucinale, on va trouver la strate herbacée, où vont se développer toutes les espèces de fleurs, les espèces plutôt de taille assez basse, où vont là également se développer tout un tas d'espèces animales, comme les insectes, qui viennent notamment butiner sur ces fleurs-là. Et puis au-dessus, on va trouver la strate un peu plus buissonnante, qui va être colonisée par les espèces comme le genêt, par les arbousiers, par des petits arbustes type aubépine, prunelier. Et puis progressivement, on va vers l'étage supérieur, la strate arbustive et arborescente, où là, on parle vraiment un peu de forêt. C'est la partie la plus visible, si on peut dire. Mais cette strate-là, si elle n'était pas accompagnée de toute cette vie qu'il y a au sol, la biodiversité de la forêt du Pignada ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on avait souhaité vraiment s'arrêter sur cette évolution naturelle de la forêt que l'on voit un petit peu ici sur la photo du bas, parce que certains ou certaines pourraient éventuellement peut-être trouver un état d'abandon ou un état de laisser-aller de la forêt, mais ce n'est pas le cas, en tout cas sur cette photo. Je ne dis pas que dans la forêt du Pignada, il n'y a pas certains secteurs qui mériteront peut-être une attention un peu plus particulière, mais ici, on est sur une diversité qui est à son quasi maximum, on pourrait dire, et qui représente bien la richesse de cette forêt du Pignada. Donc c'est ça qu'on a voulu expliquer lors de cet atelier, et pour l'instant, effectivement, lors des retours, on retrouve cette volonté de la part des personnes qui ont répondu, et ce qui est une première annonce. Vous prenez le relais. Un petit peu. Bonsoir à tous. Ayant participé, comme avec Peyo, à tous ces temps participatifs et ateliers balades, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur les essences qui seraient replantées dans la partie incendiée. Il y a un premier facteur, la nature elle a horreur du vide, il y a un premier facteur qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est la régénération naturelle de la forêt. Aujourd'hui, on a des jeunes pins qui repoussent, alors des petits, des grands. Ce printemps, on espère avoir quand même aussi de la repousse. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une banque de graines aussi qui peut être en dormance et qui résulte aussi des effets de l'incendie. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, vous avez vu quand même que le recépage opéré par l'ONF sur les chênes, les arbousiers, eh bien, on avait eu un succès quand même. Donc la végétation repart. Les essences fondatrices, forcément, elles constitueront le boisement à refaire. On est dans un habitat naturel qui est décrit dans l'inventaire national du patrimoine naturel. On est sur les dunes boisées littorales à Chêne-Liège. Donc on a tout un cortège d'espèces avec ces espèces fondamentales qui sont le pin maritime et le chêne-liège, qui sont adaptés à ce sol sableux, qui sont adaptés également à la sécheresse. On est quand même dans des conditions très particulières. Donc on les retrouvera et ça répondra effectivement, c'est ce qui a été plébiscité pendant la consultation, ces essences fondatrices. Et puis après, effectivement, il faut qu'on arrive à dégager. Alors, on a eu des contributeurs qui nous ont fait un peu la liste d'espèces que l'on pourrait retrouver. Donc, on va du pin sylvestre à l'eucalyptus, au hou, à l'aubépine, au cyprès, ou alors à des espèces que l'on ne voit pas trop chez nous, au caroubier, au cactus. L'essentiel, c'est d'avoir cette richesse, en fait, c'est de pouvoir s'exprimer. C'était tout le but de la consultation.
Derrière, on sait qu'on pourra avoir des espèces qui seront adaptées un petit peu plus à la sécheresse. On a des choses qui peuvent nous être proposées, les différents chênes, le chêne tausin, le chêne vert, et pourquoi pas le pin pignon, parasol, que l'on va peut-être plus voir sur la Méditerranée, mais qui en tout cas a une bonne acclimatation dans notre milieu. Donc tout ça, vos contributions, notre expertise, notre appui de gestionnaire avec l'ONF, tout ça, ça va nous permettre de définir exactement les espèces qui feront le reboisement de la partie incendiée. Merci beaucoup. Un petit dernier. Juste un tout petit complément pour appuyer les propos d'Anne-Francine. Effectivement, suite à ces remarques que l'on avait au fur et à mesure des différents échanges, nous nous sommes aussi rapprochés d'experts, ces fameuses personnes qui travaillent sur les différentes thématiques, que ce soit l'adaptation des forêts au changement climatique. Nous avons travaillé avec des scientifiques de l'INRAE, même aujourd'hui, Madame Muratorio, Monsieur Rigolo, Monsieur Mogard à l'ONF, qui nous ont également conseillé sur les différentes essences qu'il serait à même de replanter sur la forêt incendiée. Et pareil, sur la partie paysagère, on est plus ou moins tous du secteur, on a toujours connu la forêt d'Anglette comme celle-ci, mais on a pour la plupart été aussi surpris de l'évolution du paysage lorsque les arbres malheureusement ont été coupés et évacués. On s'est réaperçu d'une certaine manière qu'on était sur une dune avec ses reliefs plus ou moins variés et une immensité à recombler. Et on a donc échangé avec une experte paysagiste, Madame Annie Tardivon, qui nous a bien renseigné et sensibilisé sur le fait de préserver ce caractère dunaire et littoral. On est sur une frange entre, on va dire, Anglette et toute la zone littorale de l'Aquitaine qui est bien particulière, où la forêt de pins qui pousse, on va dire, sur le bord du littoral n'est pas exactement la même que celle qui pousse à l'intérieur des Landes. Donc on a bien évidemment des similitudes, mais on a vraiment un caractère bien précis. Et ces expertises-là, ces témoignages ont été intégrés à vos contributions pour nous permettre de faire les meilleurs choix derrière dans la gestion du site. Merci beaucoup pour ces précisions tous les deux. On reviendra vers vous tout à l'heure. Deuxième sujet, les vocations de la forêt du Pignada. C'était une des grandes questions du questionnaire qui vous était proposé. Et c'est un des grands points attendus pour la réflexion qui doit être menée dans le cadre du plan de reboisement. Ce qui ressort et on s'en doutait un peu parce que c'est vraiment un des points clés qui était déjà apparu lors de la réunion de lancement et de nos échanges, c'est la notion de biodiversité. On a aujourd'hui une représentation à plus des 2/3 des répondants au questionnaire qui positionnent le réservoir de biodiversité comme la principale vocation de cette forêt du Pignada. Ça n'étonnera personne, mais c'est important de le repréciser avec force. Un lieu de nature à l'état brut, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec un enjeu pour garder son aspect sauvage. Un lieu d'observation aussi et de création de liens avec la nature. On le verra tout à l'heure dans son rôle de déconnexion avec la ville. Tout ça, évidemment, s'entretient. Et donc, vraiment, ce besoin de garder cet espace naturel et sauvage pour y maintenir son rôle de réservoir de biodiversité. Le deuxième élément fort sur le rôle environnemental du Pignada, c'est son rôle de protecteur. C'est un rôle de protecteur central parce qu'il intervient sur un très grand nombre d'aspects. Protecteur de la qualité de l'air et pas uniquement de la qualité, aussi de la température. C'est un véritable puits de carbone, mais c'est aussi un îlot de fraîcheur, d'oxygène, un endroit où on peut respirer de l'air frais quand il fait très chaud. Et on voit les enjeux de résilience qui pointent derrière cet élément. C'est aussi une protection sur la ressource en eau, à deux égards. D'abord parce que c'est un lieu de filtrage pour la nappe phréatique, mais c'est aussi un lieu historiquement pourvoyeur d'eau potable. Et donc ce rôle historique et symbolique est extrêmement fort et la forêt l'entretient. Un autre sujet sur le maintien des sols sableux. On parlait d'une zone dunaire qui a ô combien besoin de cette protection par rapport à l'espace côtier. Et puis aussi un sujet très vaste que sont les risques naturels. Alors les risques naturels au sens vraiment très large. À la fois la résilience vis-à-vis du changement climatique, je l'ai assez largement évoqué, le rôle tampon qu'elle opère finalement et qui permet alors d'être un abri, vent,
tempête, qui permet aussi assez fortement aux riverains de la forêt de bénéficier de cette zone tampon et de bénéficier aussi finalement d'un rempart à un certain nombre d'autres impacts ou nuisances, puisqu'on est en frange urbaine, on est non loin d'activités qui sont industrielles ou portuaires. Donc ce sont autant d'éléments qui ont cette petite barrière protectrice, notamment pour les riverains et les habitations proches du site. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la notion de biodiversité et la notion de reboisement rapide restent quand même les principales attentes pour répondre à la vocation environnementale du Pignada. Ensuite, le Pignada, alors je ne l'ai pas précisé, mais on évoque les vocations dans l'ordre de priorité qui leur a été attribuée par les participants de la consultation, toutes modalités confondues, questionnaire et également atelier. Deuxième vocation importante à vos yeux, un espace de détente et de quiétude. On le disait tout à l'heure, plus de 60% des répondants au questionnaire voient dans le Pignada l'endroit où on vient se ressourcer, se balader, se promener, respirer. Donc c'est assez peu surprenant de retrouver cette vocation en deuxième item. On y trouve finalement cette vocation au travers de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir les odeurs, les bruits, les symboles, l'état sauvage, qui permet véritablement de s'immerger, d'avoir une atmosphère très particulière. On est au Pignada, et pour ceux qui ont un attachement très fort, et vous êtes nombreux, cette sensation d'être au Pignada et pas ailleurs, c'est aussi une affaire de sens. Et donc cette atmosphère toute particulière, c'est un élément très satisfaisant à ce stade, mais c'est aussi une très forte attente pour demain, donc une forêt à préserver, à peu domestiquer pour garantir que cette atmosphère si spéciale perdure. Également un espace de bien-être lié à la nature, se détendre, s'oxygéner. Voilà, c'est un espace ouvert, un espace agréable qu'on associe au bien-être, qu'il soit à l'occasion d'une simple balade ou d'une activité de bien-être. On a cette capacité à se régénérer, à s'apaiser. Certains ont même évoqué les vertus de la sylvothérapie. Un lieu de promenade où on vient créer ce lien si particulier avec la nature, où on peut, malgré le fait d'avoir une forêt en ville, couper avec la ville, ce qui est assez intéressant à voir dans les contributions qui ont été formulées. Et cette reconnexion, voilà, la nature est assez bien faite, qui est chère au cœur des participants. Une autre vocation, la vocation de sociabilité. C'est un espace où on se retrouve avec soi-même ou avec les autres. C'est une des très grandes vocations de la forêt, puisque la forêt aujourd'hui, je le disais, et ça n'est pas contradictoire, elle est à la fois à un usage collectif, mais aussi à une pratique plus individuelle. Une fois n'est pas coutume, on va quand même regarder ce podium, il dit beaucoup de choses. Il dit qu'effectivement, on a plutôt vocation à se rendre en forêt à plusieurs, en famille, entre amis. On profite de cet espace plutôt dans un mode collectif. Pour autant, si vous regardez bien, seul ou avec mon animal de compagnie, on n'est pas complètement seul, mais il y a quand même moins une logique de famille ou d'amis, on en a aussi un usage individuel. Et cette question-là, elle était posée de manière très ouverte, donc on pouvait cocher à la fois en famille et à la fois seul. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ce qu'on voit bien ici, c'est qu'on a des usages collectifs, chacun d'entre nous, et des usages individuels. On va donc en revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, qui est tout l'enjeu de faire cohabiter nos différentes attentes vis-à-vis de la forêt, parce qu'on est à la fois en recherche de nature, mais parfois aussi en recherche d'usages plus spécifiques. Et dans les usages plus spécifiques, ce sont eux qui finalement créent la rencontre le plus souvent dans la forêt du Pignada et sur lesquels il y a une attente extrêmement forte de bonne articulation avec la préservation de la forêt. Des usages, des activités, oui, mais avec une attention toute particulière pour la préservation. Donc ont été proposées des idées telles que la création d'activités, mais sur des zones extérieures de la forêt, mais également la reprise des activités qui étaient présentes avant l'incendie, avec ce petit bémol, et je le dis tout de suite pour celles et ceux qui ont contribué plutôt dans le sens inverse, ça fait partie des grands équilibres dont on parlera tout à l'heure. Il y a aujourd'hui vraiment à réfléchir, à placer le curseur au bon niveau entre l'envie de retrouver le Pignada avec ce qu'il proposait avant et l'opportunité qu'a été cette consultation de se questionner sur le maintien total ou partiel de ce qui existait par rapport à la vision qu'on en a de cette forêt demain. Donc il n'y a pas opposition, mais il y a question.
et une question qui a été évoquée dans les deux sens et qui invite aujourd'hui à aller plus loin. Donc les fonctions d'espace de quiétude, comme on le voyait tout à l'heure, et de sociabilité sont tout à fait liées, vous le comprenez, les unes aux autres. Une dernière vocation qui n'a pas été, dans ces deux approches, également exprimée, très fortement exprimée, la vocation pédagogique. La forêt, c'est le lieu de la médiation, de la sensibilisation, de la pédagogie, avec la nature et pas seulement, avec tous les enjeux de la nature. Et donc la nécessité d'utiliser ce lieu au bénéfice des jeunes publics pour créer cet espace de médiation, mais de ne pas s'en tenir aux jeunes publics, auxquels on pense assez naturellement et assez rapidement, à ces générations à venir, mais aussi plus largement à la population. Il faut que le Pignada puisse aussi permettre plus globalement de sensibiliser l'ensemble de ses usagers et de profiter et d'utiliser par là même peut-être des supports ou des espaces qui permettraient de réaliser cette médiation. On a voulu le positionner, je le disais tout à l'heure, on n'est pas à l'équilibre en termes de force dans les propositions, mais néanmoins ça nous a interpellés, nous, personnes extérieures, voilà, qui avions cet objectif de cumuler les idées. C'est l'enjeu culturel, une approche culturelle de la forêt. Alors effectivement, elle n'a pas été massivement évoquée, mais elle était d'intérêt puisque un petit peu différente de ce qu'on avait entendu jusque-là. Et donc certains, même si c'est loin d'être la majorité, comme je viens de le dire, ont évoqué des pistes pour que la forêt puisse aussi potentiellement être un lieu de la culture sous des formes tout à fait différentes. Et semble-t-il, certains la vivent déjà comme ça. Pourquoi pas demain faire perdurer cet usage. Donc voilà pour ce qui relève des vocations de la forêt, en tout cas les principales qu'on a pu évoquer ensemble et ce qu'il en ressort. Troisième point, la gestion du massif, un sujet très très important et sur lequel vous avez souhaité assez largement vous exprimer. Le premier élément, et je le disais, il n'est pas surprenant, c'est la sécurité incendie. Le sujet qui est au cœur de ce plan de reboisement, mais qui, du coup, a animé pas mal d'échanges. Ce qui était important de préciser, c'est que finalement, on a fait un constat collectif qui est que sur ce point, il y a à avoir des progressions sur l'information, la bonne information de tous sur ce qui existe, sur la façon dont aujourd'hui la forêt est dotée en termes de dispositifs, de manière à ce que tout le monde puisse vraiment avoir ces éléments de réassurance. Et le plan de réaménagement pour tous doit véritablement re-questionner et s'assurer de la bonne prise en compte des enjeux à la fois réglementaires, mais aussi de limitation des impacts bien au-delà. D'avoir des aménagements plus adéquats pour l'accès des pompiers. Voilà, il y a eu plusieurs propositions qui ont été formulées et certaines qui ont fait l'objet d'échanges pour témoigner ou démontrer que pour beaucoup, elles étaient déjà en place mais mal connues. Et puis naturellement, une des grandes actions fortes en termes de prévention, qui est la réglementation sur les obligations légales de débroussaillement, un sujet fort d'entretien, et puis une responsabilité collective aussi, c'est ce qui est beaucoup ressorti. Donc sur le sujet des OLD, je n'irai pas plus avant par manque de technicité, mais par contre, c'était tout l'intérêt de vous avoir à mes côtés, c'est de pouvoir faire appel à vous pour préciser un peu ce sujet, donc un sujet important pour les participants, mais pas seulement, Anne-Francine. D'une manière générale, se dire qu'aujourd'hui, on continue le travail avec les services de l'État, puisque la réglementation sur les OLD est de leurs compétences, donc on a un arrêté préfectoral qui est en cours d'élaboration et qui devrait voir le jour quand même prochainement. Donc ça, c'est un travail technique que l'on fait avec les services. Et puis aussi également témoigner pour notre contribution aussi de propriétaire sur le fait que dans notre cycle de rencontres d'experts, on a pu échanger avec l'association régionale de DFCI, de défense des forêts contre les incendies, pardon. Et c'est vrai que de prime abord, au regard du maillage de notre massif, au regard de la défense incendie, dans un contexte de forêt urbaine uniquement de 220 hectares, eh bien, il est quand même assez satisfaisant, cette défense-là. Donc c'est bien d'avoir eu aussi une parole d'experts et extérieure aussi à notre vie, à notre implication de tous dans la forêt pour avoir aussi cet échange-là. Merci beaucoup Anne-Francine pour ces précisions.
Deuxième sujet sur la gestion du massif, qui est le sujet croisé de l'entretien et de la sensibilisation. Donc l'entretien, globalement, c'est un sujet de satisfaction pour une très grande partie d'entre vous, 72% globalement, si on veut reprendre les chiffres qui sont issus du questionnaire. Donc c'est un élément qui est à la fois satisfaisant, mais sur lesquels je maintiens aussi bien pour l'incendie que de manière générale, dont on a beaucoup témoigné du manque d'informations et de la nécessité d'en savoir plus sur la façon dont aujourd'hui le massif est entretenu, de comprendre les choix qui sont faits. Il a également été salué, et avec une volonté de maintien, bien sûr, la présence et la surveillance de l'ONF, notamment la brigade forestière a été très largement évoquée. L'évaluation qui est faite de la réglementation aujourd'hui est plutôt jugée suffisante, même si encore trop peu visible dans la forêt. Elle existe, mais est-ce que vraiment tout le monde a la capacité à prendre conscience des limites et des contraintes qui s'imposent aux usagers de la forêt ? Et puis l'autre point qui concerne à la fois la prévention et la sensibilisation, les deux allant de pair en l'occurrence, ce sont des campagnes qui permettent de sensibiliser au respect de la forêt dans tous ses volets. Et donc là, un certain nombre d'outils ont été cités, dépliants, contrôle en période estivale, brigade forestière, je l'ai évoqué, de la signalétique, des éléments d'illustration, voilà, tout ce qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, venir informer, sensibiliser, prévenir les usages qui sont faits en forêt. Dernier élément sur cette restitution qui est l'accompagnement, enfin les aménagements pardon, et l'accueil du public. Donc des aménagements qui sont de deux ordres. Des aménagements qui d'une part sont perçus comme des opportunités de préserver la forêt, des aménagements qui permettent d'assurer de la continuité dans les vocations environnementales de la forêt. Et puis dans un deuxième temps, on va le voir ensuite, des aménagements qui ont plutôt une vocation à accompagner les usages dans cette épineuse équation qui consiste à les faire cohabiter. Donc les aménagements au service de la préservation, quelques actions précises ont été proposées au-delà des discussions plus générales. Vous en voyez certaines apparaître autour de trois grands thèmes. Des aménagements qui œuvrent à la protection de la biodiversité et à la préservation de la forêt, qui est un sujet très fort, la diversité des essences, les reboisements denses, la sanctuarisation de certaines zones, voilà, permettent notamment d'œuvrer dans cette logique. L'aménagement des sentiers, c'est aussi une façon de préserver la forêt avec un usage raisonné, des cheminements par des voies vertes, des chemins forestiers qui sont des vraies priorités pour plus de 2/3 des répondants au questionnaire. La volonté également de conserver des sentiers sablonneux, pas trop vastes, pas trop aménagés, pour qu'on garde aussi un sentiment dit d'intimité, voilà, qu'on retrouve aussi ces éléments-là. Et puis aussi cet aménagement de sentiers qui permet aux cyclistes d'avoir aussi un usage raisonné, voilà, d'organiser, on voit un petit peu la connexion avec les usages dont on parlera tout à l'heure. A également été évoquée l'opportunité d'un aménagement qui pourrait relier les 3 zones de chaque propriétaire de la forêt du Pignada, qui pourrait créer du lien, relier les espaces naturels les uns aux autres. Et puis des actions avec une dimension pédagogique forte, et donc là des aménagements qui pourraient concrètement sur le terrain permettre de sensibiliser le public à la pratique de la forêt, de manière à ce qu'ils puissent avoir eux aussi, à tous les âges et avec toutes les pratiques, un respect de la biodiversité et de la préservation de la forêt, donc un vrai enjeu à la fois de médiation et de prévention. Deuxième élément, je vous le disais, des aménagements qui sont en accompagnement des usages. Alors là aussi, quelques actions très concrètes évoquées, mais qui démontrent la nécessité d'aller chercher la finesse de l'action pour qu'elle reste quand même marginale et qu'elle ne vienne pas à l'encontre de l'enjeu de préservation. La création d'aménagements ponctuels, spécifiques pour certains usages, pour les accompagner, aussi au bénéfice de la forêt, parce que finalement, quand on regarde les propositions concrètes qui sont réalisées, alors le point d'eau, évidemment, mais tout ce qui relève des zones de loisirs, des poubelles, on est sur des choses qui permettent aussi, à un moment donné, d'organiser les usages et de laisser une place aux usages tout en garantissant la préservation de la forêt autour. Donc c'est finalement dans ce sens-là qu'on peut lire les propositions.
le renforcement des mobilités douces autour du Pignada, même si effectivement aujourd'hui les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, plus de 40% des répondants au questionnaire disent se rendre au Pignada en voiture. On voit aussi qu'à l'inverse, on a plus de 57% des répondants qui utilisent des mobilités douces. Et je rajoute le 1% des transports en commun. Donc il y a vraiment ce double enjeu de travailler sur les mobilités douces, notamment les cyclistes, hein, qui ont été objet de pas mal d'attentes. L'amélioration des signalétiques en forêt, c'est le dernier point, mais qui est lié finalement à l'ensemble des points qu'on a vus jusqu'à présent. De la signalétique de prévention, de la signalétique de sensibilisation, de la signalétique d'usage raisonnable et raisonné de la forêt, de la signalétique pour s'orienter. Donc c'est vrai que ce sujet sur la signalétique, il est assez transverse. On a besoin de comprendre, on a besoin de s'informer, on a besoin de sensibiliser pour pouvoir garantir la préservation du lieu. Un lieu qui est classé, on le rappelle, espace naturel sensible, et donc un lieu qui est appelé quand même à répondre à un certain nombre de contraintes et d'objectifs que Peyo va peut-être nous rappeler. Oui, merci. Assez rapidement, effectivement, pourquoi le département des Pyrénées-Atlantiques est présent à la fois ce soir et dans la forêt. C'est à deux titres. Le département est une collectivité publique qui a comme compétence la préservation des espaces naturels ou de la biodiversité. Et donc le département peut acheter des terrains pour les préserver de l'urbanisation ou de tout autre projet. Et la deuxième vocation de ces espaces naturels, une fois protégés au niveau du foncier, c'est d'être aménagés pour l'accueil du public et notamment la mise en place d'animations d'éducation à l'environnement. Donc les deux dernières diapositives nous intéressent assez fortement, car on sent une volonté du public d'aménager le site pour, on va dire, favoriser la préservation de la biodiversité. Alors nous, techniciens, on est un petit peu dans le milieu, on sait reconnaître des espèces, des îlots qu'il faudrait sanctuariser, mais là on sent qu'il y a une volonté de les préserver puis de mieux les connaître. Donc un petit îlot de forêt à l'intérieur desquels on trouverait les différentes strates et toutes ces essences-là. C'est important également de pouvoir l'expliquer et de pouvoir associer la population à la préservation de ces espaces. Donc c'est très intéressant pour nous de sentir cette volonté du public d'observer la biodiversité, à la fois de la traverser, à la fois de la sentir. Et donc ça, c'est bien un moment de faire un état des lieux, une pause un petit peu sur les différents usages et d'avoir ce ressenti-là qui n'est pas du tout le même qu'en 1985, on va dire. C'était les années où ont vu naître ces nouvelles politiques de préservation des espaces naturels. On parlait plus d'espaces verts à l'époque et de parcs boisés. Aujourd'hui, on sent bien que la société a évolué, a changé un petit peu sur ces avis-là, et ce qui est intéressant pour nos futurs travaux. Et au niveau des aménagements aussi plus pratiques en termes d'aménagement de plans d'eau, de points d'eau, d'aires de pique-nique, de signalétique, mais bien évidemment c'est important pour nous aussi d'essayer de mettre le site au niveau des attentes des usagers, mais en même temps qui respecte également le site et ses enjeux écologiques. Donc on le verra dans le tri, on va dire, de toutes ces bonnes propositions, qu'est-ce qu'il sera possible ou pas de mettre en place. Merci Peyo pour ces précisions. On en termine avec cette restitution. Merci de votre attention. C'est un petit peu long. Merci beaucoup. Donc on vous propose de prendre une quinzaine de minutes. On va essayer de circonscrire ça, mais on voulait quand même si la consultation est en restitution aujourd'hui, c'est un processus qui s'inscrit de toute façon sur le long terme, le dialogue autour de ce sujet. Donc si vous le souhaitez, si vous avez des compléments à apporter à la restitution que nous avons fait ce soir. Si vous voulez poser des questions pour des éléments complémentaires, si toutefois la restitution en a appelé, voilà, on est à votre écoute pour pouvoir y répondre avant de passer à l'étape suivante. Alors, votre question, c'est qui finance l'entretien de la forêt? Donc, on va vous laisser répondre. Je vous invite à lever la main, mon collègue va passer avec un micro pour qu'on vous entende bien dans la salle. Nous sommes deux cofinanceurs, c'est-à-dire le département
Et bien évidemment, la ville d'Anglet pour la partie département ville d'Anglet, et les servantes de Marie sont dans le même mode de gestion avec nous, et chacun prend sa part dans la gestion de cette forêt. Voilà. Alors, Tom, tu peux apporter. Vous vouliez intervenir, madame? On va vous passer un micro. Oui, bonsoir. J'ai bien noté qu'il y aurait peut-être un accroissement de la partie vélo, enfin des pistes cyclables. J'espère pas trop, parce qu'il est reconnu qu'il y a une intrusion souvent très désagréable des cyclistes qui n'hésitent pas à changer de leur voie dédiée pour se rendre dans d'autres, et notamment des zones piétonnes. Et souvent, ça peut créer vraiment des désordres et troubler la tranquillité de la forêt. Alors autant pour les piétons, c'est très bien, mais pour les pistes cyclables, il faudrait que ça soit très très réglementé et surveillé. Bien. Il ne faut pas qu'il y ait de méprise. Hein. Sur le rendu, c'était des gens qui disaient qu'il n'y avait pas assez de pistes cyclables pour venir vers la forêt. Venir vers la forêt. Il y a 2 pistes vertes et il y a toute une ceinture de pistes cyclables autour de la forêt. Je en parlais puisque à l'époque, j'étais l'adjoint au maire de Robert Villeneuve. Et nous sommes c'est toi qui as porté ce projet, Robert, à l'époque, avec ces 2 pistes vertes qui traversent le Pignada et toute la ceinture qui est autour. Voilà. Dans la remontée que nous avons, c'est pas la demande, hein, madame. La demande, c'est de dire est-ce qu'on peut venir à la forêt, donc faire des connexions cyclables, de pistes cyclables pour la forêt. Ce qui est un peu étonnant, hein. En tout cas moi, hein, quand je regarde un peu ça de loin, hein, à l'époque, mon cher Robert, quand on faisait des pistes cyclables, on se faisait critiquer. Ô combien je reprenez les articles de presse de cette époque-là, vous allez vous tordre de rire. Hein. C'est les mêmes aujourd'hui qui disent qu'on n'en fait pas assez. Bon, bref, je ferme la parenthèse. C'est quand même toute une ceinture qui est faite autour de la forêt, avenue de la Dour, promenade de la Barre, le bord du littoral, l'avenue de Montbrun, maintenant le Marin. Effectivement, il y a un gros travail qui a été fait. Bon, visiblement, ce qui remonte, ma chère Diane, c'est que... On peut toujours faire mieux. Et on s'attachera à faire mieux. Je crois qu'il y en a même une en construction devant chez vous, mes sœurs. Alors, pour compléter le propos de monsieur le maire, et peut-être de manière générale, je n'ai fait l'écho que de ce que nous avons entendu. En aucun cas, la présentation que je vous ai faite ne vaut décision ou ne vaut validation. On est bien sur la restitution de tout ce qui nous a été donné d'entendre, nous, animateurs, accompagnants de cette consultation. Il appartiendra demain aux élus, aux techniciens, aux propriétaires surtout, de se saisir de cette matière et de faire des choix, d'écrire des actions qui en ressortiront. Mais voilà, je souhaite attacher le fait que ça n'est en aucun cas des actions validées. Je me suis juste fait l'écho des participants eux-mêmes. Voilà, avec, sans doute peut-être parfois avec des imprécisions, et je m'en excuse si certains en ont trouvé. Monsieur. Bonjour, merci. Merci tout d'abord pour cette consultation citoyenne. Je voudrais juste mettre l'accent, puisque nous en sommes à une phase préparatoire. Il serait bon, ça a été écrit, l'association AMIC l'a dit également, d'aller chercher ailleurs, je pense à la DFCI 13, Bouches-du-Rhône, la DFCI du Var et les SDIS locaux, parce que là, on trouve des experts nationaux en termes de prévention et de traitement d'incendie. Donc il faudrait en profiter pour voir large et aller cueillir les experts nationaux pour ne pas faire l'erreur qui aurait été faite auparavant. Merci. Merci, monsieur, de votre témoignage. Est-ce qu'on a d'autres interventions souhaitées? Vous ne pouviez pas me faire meilleur compliment que c'est qu'on a respecté la parole. Je ne sais pas. Ah, monsieur me fait mentir. On va vous donner le micro, monsieur. Oui, alors je suis très content de voir que beaucoup de gens aiment cette forêt et ont envie qu'elle continue et que ça aille plus vite. Voilà, on aimerait la retrouver grande. Mais ça sera difficile, il faut laisser du temps. Alors, je ne sais pas qui va financer la replantation. Est-ce que vous avez tout l'argent qu'il faut? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire appel aussi à plus de dons
comment dire, moi, dire voilà, planter un arbre, ça coûte tant. Est-ce qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas intéressés pour planter leurs arbres, enfin faire planter leurs arbres, et de telle manière à ce que ça aille plus vite au niveau de la replantation. Bien. Alors, je vais me faire un peu le porte-voix de nos amis de l'ONF. Si, c'est une question d'argent, monsieur, vous avez raison. Vous avez raison, c'est une question d'argent. Donc, effectivement, les propriétaires connus, pour la partie incendiée, qui sont concernés et qui ont besoin d'être replantés, c'est bien évidemment le conseil départemental et c'est la ville d'Anglet. Bien évidemment, ces deux propriétaires mettront la main à la poche. Mais aussi les services de l'État qui est à nos côtés, pour nous accompagner sur cette replantation avec des financements croisés. En tout cas, là-dessus, on n'a pas de gros problèmes. Vous savez, le soir, le lendemain de l'incendie, et quelques jours après, je pense qu'on a eu à peu près plusieurs ministres qui se sont déplacés et qui sont venus en nous portant garantie que l'État s'engagerait sur le financement de ce drame. En tout cas, venir pour le reboisement de cette forêt. Donc, effectivement, donc là, on est dans une période un peu particulière, mais j'ai toujours attache avec les ministères qui nous ont confortés dans l'idée que, quoi qu'il arrive, tout ça est marqué, tout ça est ancré et les financements seront là. Donc après, c'est la matière première qu'il faudra trouver, c'est-à-dire les plans. Et ça, c'est une autre histoire, mais peut-être que l'ONF pourra vous en dire deux mots tout à l'heure. En tout cas, c'est aller chercher la faisabilité de trouver des pépiniéristes ou de créer nous-mêmes nos propres plans pour venir planter cette forêt. Donc l'enjeu, il est plutôt là. Bien sûr, ça va coûter de l'argent, mais vous avez bien compris que c'est les collectivités qui vont mettre les mains à la poche. Moi, je retiens Ayundam Pignada, va aussi, cette manne financière va aussi nous permettre, notamment sur la ville d'Ansbach, prendre sa part dans la replantation, etc. etc. Donc tout ça, il va y avoir un travail très pédagogique qui va être fait aussi avec les enfants de la ville d'Anglet, mais au-delà aussi, puisque vous avez vu, ils ont fait une chanson, mais ils sont très impliqués. Il y a déjà eu des premières replantations qui ont été portées avec Valérie et Christian sur Isadia. Et il y a tous les collèges du département qui vont être aussi, et qui vont venir aussi planter. Donc après, est-ce qu'il faudra organiser quelque chose de plus? Pourquoi pas? En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas un problème, allez, on va dire majeur. On va revenir sur la question des prochaines étapes dans quelques secondes, puisque c'est l'objet de la troisième partie de la soirée. Madame, alors attendez, pardon, excusez-moi, vous vous êtes fait prendre la priorité par monsieur derrière, je n'avais pas vu que le micro était sorti, mais il vous revient juste après. Monsieur, on vous écoute. Pardon. Bonsoir, Association des Amis du Littoral d'Anglet. Je tenais juste à faire un zoom sur notre souhait d'une réflexion systémique au-delà du Pignada, qui intègre le Lazarin, Isadia, les lacs du Boucau, la trouée verte par où le feu a traversé la route pour arriver à Isadia. Et également, il faut une cohérence globale sur les particuliers à Gibertin pour avoir des essences qui sont cohérentes également avec le Pignada. Oula, vous n'allez pas vous faire des amis, enfin vos voisins vont pas être totalement vos amis, monsieur Pelletier. Bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, tout ce qui concerne Isadia, tout ce que vous avez cité, à part les particuliers, peut-être qu'il faudra mettre quelques règles dans le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. Il y a déjà des règles. Hein. On coupe, on doit planter deux, ça existe déjà. Alors, regardez sur les essences, on verra. Mais en tout cas, tout ce que vous avez cité en amont, bien évidemment, est pris en compte dans tout ce travail qui est fait sur la forêt de demain. Alors, madame, du coup, c'est à votre tour. Oui, excusez-moi, je parlais au niveau du financement. Bon, il ne faut quand même pas oublier que cet incendie a un départ, si je puis dire, enfin, volontaire, criminel. Je pèse mes mots. Et je voulais savoir s'il y avait une partie d'indemnisation, d'assurance, de quelque sorte, à ce sujet. Alors, c'est là que le combat commence, madame. Parce que comme vous avez dit, contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre, ce n'est pas dû au réchauffement climatique, cet incendie. On est tous d'accord là-dessus. C'est un acte malveillant
porté par une tierce personne. Donc, effectivement, là, on est dans une bataille d'assurance et d'experts. Vous savez, c'est comme quand vous avez un accident en voiture. Hein. Avant que les assurances vous indemnisent, ils cherchent de diluer les responsabilités. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Mais là, on est là aussi sur du temps long. Et donc, monsieur, on vous écoute. Oui, bonsoir. Moi, j'étais très content de participer à la consultation et aux ateliers thématiques. La présentation que vous avez faite représente bien ce qui a été dit par tous les participants. Et je vous en remercie. Je voulais compléter, moi, en disant deux, trois éléments qui me semblent importants. C'est le fait d'imaginer, de concevoir un aménagement et un plan de gestion de la forêt qui intègre, on a évoqué ensemble beaucoup de risques, mais aussi le risque tempête qu'il faut bien qu'on intègre pour avoir eu à gérer les résultats de la tempête de 99 et de 2009 dans les Landes. Imaginez notamment dans le plan d'aménagement donc, des bordures de parcelles qui intègrent des feuillus pour permettre une bonne continuité du vent, un bon passage du vent, et donc orienter les parcelles correctement. Bon, ça, c'est un travail de technicien qu'on aura à faire. Ensuite, pour éviter quand même que le sol reste nu trop longtemps, il faudrait quand même qu'on se hâte à reboiser par tous les moyens, que ce soit par plantation, par semis, par transplantation ou même par régénération, ce que vous faites déjà. Et effectivement, en intégrant... bon, je sais que les forestiers n'aiment pas tellement les acacias, mais prévoir quelques endroits où on peut en mettre, puisqu'ils ont aussi une vocation... C'est bon pour les abeilles. Exactement. Et le bois d'œuvre, mais bon, ce n'est pas la vocation initiale de la forêt. Un sujet important qu'on a évoqué aussi ensemble, que je voulais reprendre, que vous avez évoqué, c'est l'importance de la rédaction d'un document d'information pour les citoyens sur les risques. Donc peut-être rédiger un document spécifique pour les citoyens proches de la forêt sur les précautions à prendre justement pour éviter d'autres incendies. Par rapport au risque incendie, je voulais finir sur le sujet des OLD, parce que c'est un point primordial à prendre en compte. D'accord, mais par contre, pour éviter des erreurs commises par le passé récent, d'éviter de faire le débroussaillage pendant les périodes de reproduction et nidification des espèces, parce que bien évidemment, à cette occasion-là, on perd beaucoup d'auxiliaires, notamment les oiseaux et d'autres espèces qui sont très utiles pour s'occuper naturellement de la bonne gestion de notre forêt. Voilà. Bien. On ressent là l'ancien technicien de l'ONF. En tout cas, merci pour votre participation, parce que j'ai eu des retours très positifs par rapport à le travail que vous avez mené. Bien évidemment, tout ce que vous venez de dire va être pris en compte, y compris sur les OLD. On va venir débroussailler. En tout cas, aujourd'hui, on n'aura pas la même approche, puisqu'on l'a fait à la sortie de l'incendie, qu'il fallait répondre vite. On n'était pas obligé de le faire, puisque les OLD ne sont pas encore applicables par l'arrêté. Aujourd'hui, ça n'existait pas chez nous, les OLD. Les OLD, c'était dans le sud-est. Ici, il n'y en avait pas. Donc demain, il y en aura. Donc aujourd'hui, le plus gros de travail a été fait. Et effectivement, tout ce que vous avez dit, y compris la nidification des oiseaux et la période dans laquelle on va procéder à ces débroussaillements, bien évidemment, tout ça est pris en compte. Et vous allez voir dans ce qu'on va vous présenter maintenant, Diane, on va retrouver tout ce que vous avez dit, mon cher monsieur. En tout cas, merci pour votre contribution, parce que je sais qu'elle a été précieuse. Merci donc à tous pour ces derniers échanges. Donc on va passer à la dernière partie de cette rencontre. Je vais pour cela inviter Antoine Auberlet, qui est le responsable de l'unité territoriale Bayonne pour l'ONF, à nous rejoindre. Voilà. Afin qu'ils puissent tous procéder à un temps de synthèse et de clôture. Donc c'est pas moi qui vais l'opérer, ce sont ces messieurs-dames qui vont prendre le micro. Vous dire que dans cette synthèse, il y a deux éléments qui sont extrêmement forts et en charge de la restitution de cette consultation, je dois l'indiquer. La notion d'équilibre est très forte et elle fait donc l'objet d'une partie de cette restitution. Et la notion d'implication individuelle comme collective au service de la forêt ou pour son reboisement dans toutes les étapes qu'elle vit et qu'elle va vivre est aussi un élément qui a été très très fortement évoqué.
Anne-Francine et Peyo vont s'en faire l'écho dans ce temps de synthèse, mais vraiment, puisqu'il m'a été donné de quantifier beaucoup de choses ce soir, je dois quantifier ces éléments qui ont été prégnants, pour ne pas dire majoritaires. Anne-Francine et messieurs, oui, c'est à vous. Je démarre. Merci Diane. En synthèse de vos réponses, vos contributions, on a vu tout au long de l'analyse par différentes entrées thématiques que l'on devait trouver cet équilibre entre la forêt sauvage et la forêt urbaine. Le souhait, l'attente exprimée, c'est d'avoir une forêt naturelle, c'est d'avoir peut-être des endroits sanctuarisés, vraiment dédiés à la faune et à la flore. On ne veut pas de parc urbain, c'est ce que vous nous avez exprimé. Il faut savoir prendre les enjeux d'aménagement, savoir prendre l'entretien. Donc en même temps, avec cette forêt sauvage, il faut trouver l'équilibre pour avoir une forêt sécurisée. Il faut mettre le curseur, voilà, où on est à la fois dans le bon équilibre pour faire ce qu'il faut pour se prémunir des risques. Et on l'a évoqué aussi hein, dans la consultation, le traitement des lisières de la forêt qui peut être différent aussi. Je reprends, Monsieur Stevens, ce dont vous avez parlé, avec les feuillus et puis un cœur peut-être un peu plus dense. Et puis, bien sûr, arriver à trouver la bonne cohabitation entre les usages, les activités, le maintien. Alors, on veut du calme, de la quiétude, ça, c'est vos attentes, mais en même temps, on est en milieu urbain. Donc, c'est tout ce curseur-là, voilà, nous, gestionnaires, propriétaires, qu'il va falloir placer correctement pour satisfaire, en fait, à l'image de tous pour la forêt. La signalétique, unanimement, elle revient tout le temps. C'est une attente forte exprimée. C'est un point d'amélioration sur lequel nous devons de travailler. Quelque chose aussi qui a été exprimé via les réponses aux questionnaires. C'était dans la troisième partie. On a demandé aux citoyens comment ils souhaitaient s'impliquer dans la forêt de demain. Alors, il y a eu différentes réponses, mais la majoritaire, finalement, c'est simplement, et c'était à plus de 60% des répondants au questionnaire, c'était d'être tout simplement informés, savoir ce qui se passe, savoir connaître la réglementation, connaître l'entretien, qui fait quoi, connaître la faune, la flore. Donc rien que l'information, c'est déjà une très bonne étape pour répondre aux attentes des citoyens. La seconde réponse majoritaire, c'était tout ce qui concernait les activités pédagogiques et les chantiers participatifs, œuvrer sur le terrain, contribuer vraiment de ses propres mains. On l'a fait dans les chantiers participatifs. D'ailleurs, vous en avez un après-demain. Hein, il y a encore des places si vous voulez vous inscrire. Voilà, je fais un petit peu de promotion. S'inscrire sur le site notrepignada.fr. Et là, cette fois-ci, on va essayer de marquer les jeunes pins qui sont en régénération naturelle. Et puis, on a eu d'autres contributions, d'autres réponses, des personnes, des associations qui souhaitent être consultées pour participer à la reconstruction, donc on va dire sur un plus long terme. Des demandes aussi pour la création d'instances, un comité citoyen, un comité de riverains, comité d'association qui permettrait en fait de poursuivre le dialogue et de mieux s'insérer dans la gestion, enfin en tout cas dans la vision de la forêt pour demain. Et puis on a également des personnes qui étaient prêtes à faire des donations. Alors l'ont-elles fait sur Ayudem Pignada? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, différentes modalités de participation, d'implication ou simplement de dons. Voilà, donc c'était important de vous témoigner ça. Au-delà de tout ceci, et après une première analyse quand même en dégageant ce qui ressortait le plus, les propriétaires, nous avons identifié 3 axes prioritaires de travail. La première, c'est de reboiser la forêt rapidement, dès cet hiver 2022. Et puis, c'est de renforcer sa résilience face aux risques. On en a parlé plusieurs fois, effectivement. Diversifier les espèces, bien choisir les essences. Et en ce sens, aujourd'hui, la priorité, c'est de définir, d'écrire et de présenter ce projet de reboisement de la partie incendiée pour une mise en œuvre opérationnelle cette fin d'année 2022. Deuxième axe prioritaire, prévenir et sécuriser. Renforcer l'information, la médiation, la surveillance. La brigade forestière sera là cet été. Oui, elle sera là.
Dans vos contributions, dans vos réponses, ça avait été quand même un point salué. Voilà, la présence dans la forêt est un plus en période de risque, au moins pour discuter et informer les usagers. Gestion et entretien adaptés au risque incendie. Je ne développe pas, Peyo le fera sur le plan opérationnel. Et puis tout ce qui est relatif effectivement aux OLD, qui reste un cheval de bataille pour cette année 2022. Dans les conditions, voilà. Troisième axe prioritaire identifié, tout ce qui est lié à la connaissance, l'information, la pédagogie. L'idée aussi, c'est que les temps d'échange que l'on a eus avec vous tous perdurent au-delà de la consultation. Après, il faut voir comment. Nous allons, en ce sens, réfléchir à la mise en place d'une instance spécifique qui serait dédiée. Et puis développer tous les outils de communication. Ça va de l'information sur les obligations légales, l'information, pourquoi pas, des essences dans les jardins des particuliers, l'information sur ce que l'on trouve dans la forêt, comment ça se passe, comment on gère. Actuellement, on a le site internet notrepignada.fr qui est toujours là et qu'on alimentera au fur et à mesure. Ça, ce sont les trois grands axes. Je vais laisser la parole à Peyo qui va vous décrire deux calendriers. Un premier calendrier très opérationnel, là, tout de suite, maintenant. Et puis celui sur lequel on a posé nos trois axes prioritaires et qui va un petit peu plus à long terme. Merci Yann-Francine. Donc effectivement, au niveau du calendrier, dès les jours à venir, vous aurez l'occasion également de retourner sur la plateforme Notre Pignada pour relire le bilan de la consultation dans son intégralité, avec des informations que l'on n'a pas pu citer ce soir par faute de temps. Mais c'est quand même important que chacun et chacune puisse retrouver le fruit de ces contributions. Pas plus tard qu'après-demain, mercredi matin, pour celles et ceux qui le peuvent, nous vous réinvitons donc à un chantier participatif plutôt intéressant parce qu'on parle d'avenir et d'avenir très proche. On constate que la nature reprend ses droits. De jeunes pins, de jeunes chênes lièges, de jeunes arbousiers n'ont pas attendu qu'on vienne replanter pour repousser. C'est enthousiasmant et encourageant. Pas plus tard que ce matin, nous étions avec des jeunes de centres sociaux du département pour repérer ces jeunes arbres-là. Et ce chantier est très important. Ce n'est pas un chantier simplement pour garder le contact et garder du lien. C'est également un chantier qui va nous permettre de quantifier sur les 75 hectares qui ont été touchés par l'incendie le nombre d'arbres et d'arbustes qui ont repoussé spontanément et qui n'auront pas besoin d'être replantés par la suite. Donc c'est un chantier qui certainement en appellera un autre cet été. Dans les prochaines étapes opérationnelles, nous avons souhaité poursuivre les expérimentations et l'utilisation de l'outil, on appelle ça un petit peu, c'est un terme technique, d'éco-pâturage. L'éco-pâturage, c'est ni plus ni moins que l'utilisation de bétail, que ce soit des chèvres ou des moutons, voire même des vaches, pour entretenir une partie de la végétation. Il se trouve que nous avons travaillé avec un éleveur du secteur sur la zone du bois des chasseurs, pas très loin du golfe. Le résultat est plutôt enthousiasmant. Par contre, dans le cadre de nos échanges avec les différents experts, notamment une association, un conservatoire des races rustiques d'Aquitaine, le bétail, ça peut être joli sur la carte postale, ça peut être intéressant, mais en zone urbaine comme Anglet, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc l'éco-pâturage reste une alternative à l'entretien des zones ouvertes pour les préventions incendies, mais nous souhaitons également l'utiliser pour réguler, dans la mesure du possible, certaines espèces exotiques envahissantes. On en a parlé lors des ateliers. Nous avons du bambou qui pousse spontanément sur le site, nous avons des lauriers, donc des essences qui demandent à être entretenues pour ne pas se transformer en forêt ou en buisson ou en zone complètement impénétrable. Donc nous allons tester l'éco-pâturage dans les semaines à venir, notamment sur cette thématique-là de régulation des espèces exotiques envahissantes. Et on le verra, pourquoi pas, tester également pour l'entretien des zones ouvertes, des zones de prévention incendie.
ni plus pour faire simple et pour éviter peut-être un passage ou deux d'un tracteur avec un broyeur. Pourquoi pas tenter d'entretenir ces zones-là par le pâturage. Donc ça me fait toute une transition avec le deuxième étape opérationnelle en vert que vous voyez au milieu. Donc c'est la poursuite de ces travaux de débroussaillement de sécurité que nous faisions depuis plusieurs années, avec effectivement une largeur un peu plus importante, se rapprochant de la nécessité des obligations légales de débroussaillement. Donc là, on est sur une étape plus douce pour le site, c'est-à-dire que nous allons faire une repasse sur la végétation qui a repoussé depuis l'an passé. Donc on est sur une petite strate herbacée, donc moins de risques de perturbation d'un point de vue écologique, même s'il n'y a jamais d'impact zéro, merci. Donc, mais en termes d'impact sur les périodes de nidification, on est en plein là, mi-mars jusqu'à mi-mai. Un naturaliste comme moi vous dira qu'on est en pleine période de reproduction. Pas plus tard que ce matin, j'avais les mésanges bleus qui commençaient à nicher dans le nichoir à la maison, donc on sait qu'on y est. Par contre, au niveau de l'entretien, on ne s'attaquera pas à des zones de buissons, à des zones arbustives ou autres, donc pour limiter tous ces impacts-là. Donc, mais on est là aussi devant une obligation de sécurité, de poursuite de sécurisation du massif, et donc on se doit de le faire. Donc, ne soyez pas étonnés si vous recroisez quelques tracteurs, quelques panneaux. Nos collègues des services communication nous aideront pour annoncer ça au mieux et que ça perturbe le moins possible votre quotidien. Et troisième étape opérationnelle, je vais passer la main à notre expert local Antoine Ouberlé de l'ONF pour des bonnes nouvelles concernant le suivi sanitaire de la forêt. Merci Peyo, bonsoir à tous. Alors oui, j'ai la chance de vous donner les bonnes nouvelles, hein, effectivement, puisque vous êtes nombreux lors des ateliers à vous être interrogés sur le risque sanitaire et celui qui a conduit au cours de l'année précédente à des abattages successifs d'arbres qui étaient restés sur pied à la suite du passage de l'incendie. Donc tous ces arbres avaient constitué un réservoir de nourriture pour les scolites qui s'y sont développés, dont on a vu la population exploser au cours de l'été dernier. Mais depuis cette exploitation très importante que le massif a subie, cette population qu'on arrive à étudier grâce à des pièges que vous avez certainement vus dans la forêt, c'est des pièges qui nous servent à créer ce qu'on appelle du monitoring, hein. Ce n'est pas des pièges pour réduire la population, mais pour voir son évolution. Et grâce à ces pièges-là, on a pu constater qu'il y avait une baisse très importante de la population à partir du mois de septembre. C'est donc concomitant à la densité d'arbres qu'il y a sur la zone. Donc ça augure très bien les 2022 avec cette population en réelle baisse. Sachant que l'ONF reprend sur un des 3 sites le suivi de cette population pour vérifier qu'on ne va pas aller vers une augmentation et une reproduction. On sera attentif à la période de 3 jours successifs de plus de 20 degrés qui déclenche la nouvelle saison de végétation, enfin la nouvelle saison de reproduction des scolites. Voilà, donc vous pourrez encore voir un piège dans la forêt. Vous pourriez avoir encore, pas cette année mais l'année prochaine, des cloisonnements, donc des passages de zones broyées à l'intérieur des peuplements pour permettre ce suivi sanitaire plus approfondi et nous permettre aussi une réactivité si jamais il s'avère que certains arbres sont encore touchés. Ça sera des arbres qui sont par définition malades, puisque quand ils ne le sont pas, ils sont résistants de nature aux scolites. Et bien, ça nous permettra de les sortir rapidement et donc de réduire encore plus le risque. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. On va continuer avec une présentation des prochaines étapes plus structurantes, on les a appelées comme ça, qui se rassemblent sous les 3 grands items qu'a cité Anne-Francine. Le reboisement, on a tous envie, il nous tarde de pouvoir replanter ces arbres-là, notamment ces pins, ces chênes-lièges. Donc on travaille déjà un petit peu dans l'ombre avec les services de l'ONF et les différents experts que l'on a contacté, mais il nous fallait aussi également attendre aussi un peu vos attentes, vos envies pour faire les bons choix et donc définir un projet de reboisement sur la zone incendiée. Donc ce temps-là de travail va occuper, on va dire, la fin du premier semestre.
Ça peut paraître peut-être un petit peu long, mais ce n'est pas anodin de prévoir la replantation de 75 hectares de zones incendiées. Ça représente pas loin de 90 000 arbres à retrouver sur la zone. On est à peu près sur un ratio de 1000 à 1200 arbres hectares pour essayer d'avoir une forêt à la fois résiliente et à la fois fournie en arbres, d'où l'intérêt de déjà dénombrer les petits arbres qui poussent. Donc ce travail, on va le faire dès demain, si on peut dire, ou le poursuivre dès demain. Et en termes de deuxième grand enjeu, il y a cette volonté de protéger et de travailler sur les mesures de prévention. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc je ne vais pas m'y réattarder avec la reconduite de la brigade forestière. Mais moi, ce qui me tenait à cœur, c'est notamment le troisième volet, qui est un peu le fruit aussi de cette consultation. C'est cette volonté citoyenne de participer, d'être informé, d'être mis dans la boucle, si on pourrait dire, de la gestion du site. Donc on est très, très content d'avoir pu avoir tous ces échanges. On l'avait organisé sous la forme de réunions publiques, d'ateliers participatifs, mais aujourd'hui, on est en train de prévoir un peu comment on va continuer à garder ce lien. Il y a le chantier participatif mercredi, c'est une chose, mais il va savoir comment on garde le lien pour, par exemple, vous annoncer à partir du mois de juin quel type de reboisement nous allons faire, combien de pins vont être plantés, comment, par qui, quelle sera la part réservée aux citoyens, quelle sera la part réservée aux scolaires. Tout ça, ça demande un petit peu de travail d'ombre, mais c'est un souhait assumé des propriétaires majeurs de la forêt, parce qu'il y a plein d'autres petits propriétaires, petits dans le sens superficie, pas dans le sens social, au contraire. Mais donc il nous reste ce travail-là durant le premier semestre à travailler entre propriétaires et gestionnaires pour garder ce contact à différentes étapes clés de la gestion du site. On se voit annuellement sur la gestion du site où on fait un bilan de l'année passée, les préconisations. Pourquoi pas éventuellement associer je ne sais pas, un comité de citoyens, une association, plusieurs associations. Aujourd'hui, nous allons plancher dessus pour garder vraiment ce lien ou faire des propositions avec vous. Deuxième très très grande étape qui a été soulignée par Monsieur Stevens, c'est la flèche tout en haut orange qui va mettre plusieurs petites années. C'est la redéfinition d'un aménagement forestier, c'est le terme un petit peu technique qui désigne comment la forêt sera gérée pendant les 20-25 prochaines années. Donc peut-être qu'Antoine peut nous faire un rappel de comment ça se met en place. Mais ce travail-là, on va le débuter dès cette année aussi, en gardant le lien avec vous et en puisant dans toutes les informations que nous avez citées. Mais ces demandes de points d'eau, ces demandes de sentiers, ces demandes de reboisement, d'expérimentation, tout ça, ça va avoir un impact sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc on se doit aussi de le prévoir dans notre plan de gestion, dans notre aménagement forestier. Donc Antoine, si tu as quelques précisions à apporter, on est preneur. Peu de compléments finalement, parce que tu as dit l'essentiel. C'est effectivement ce plan de gestion, il sera prévu pour les 15-20 prochaines années. Donc on va prendre le temps de le rédiger, on va prendre le temps de recueillir toutes les contributions qui pourront avoir lieu d'un point de vue technique, d'un point de vue social. Ça a commencé effectivement avec l'incendie et donc la reconstitution qui s'ensuit. Ça s'est concrétisé là, avec cette consultation citoyenne. Donc tout ça, ce sont des éléments dont on va puiser, au sein desquels on va puiser tout ce qui sera nécessaire à la rédaction de l'aménagement. Oui. Et pour terminer sur l'étape majeure et moi qui me tarde le plus, c'est la partie plantation. Donc si tout va bien, donc une fois qu'on aura défini ce plan de boisement, nous pourrons enfin mettre les gants et chercher la bêche pour replanter les arbres à partir du mois de décembre, on va dire en période hivernale, période idéale pour faire les replantations. Et plantation qui perdurera très certainement les hivers prochains, les hivers 2023-2024, où il faudra peut-être compléter certaines zones où nous n'aurons pas eu assez de plants. Je répète, près de 90 000 plants à planter, c'est énorme. Et ça ne se trouve malheureusement pas comme ça du jour au quotidien. On ne peut pas planter n'importe quoi non plus. Donc certainement des zones à continuer de planter en 2023-2024. Et peut-être certaines zones à regarnir dans le jargon technique, c'est-à-dire à remplacer des zones qui n'auraient pas prise en termes de levée
de plants et qu'il faudra regarnir en 2023-2024, mais également 2024-2025. Donc une forêt, ça prend du temps. Il va falloir admettre effectivement qu'on ne reconnaîtra peut-être pas sur cette tous, parce que d'autres bien sûr, la forêt cathédrale sur la zone incendiée. Par contre, on va contribuer à la reforester, la reboiser le plus rapidement possible et profiter des jeunes plants qui commencent à nous arriver au niveau des chevilles et qui l'année prochaine nous arriveront au niveau quasiment du genou, et puis dans 2-3 ans, on aura quelques arbres à notre taille. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et étape pour terminer, c'est vraiment ces temps participatifs et citoyens et scolaires qui perdureront tout au long de ces différentes étapes structurantes. Voilà. Merci beaucoup, Peyo. On en termine pour cette présentation de ce soir. Avant de laisser le mot de la fin à Monsieur le maire, le temps de vous remercier. Peut-être pour une fois individuellement, collectivement, au nom de mon équipe. On a eu beaucoup de plaisir à vous accompagner pour la richesse des choses que vous nous avez transmises et fait vivre. Merci beaucoup. On a vécu le Pignada, ce qui n'est pas donné à tous les professionnels de notre métier. Donc c'était vraiment une très belle expérience. Merci beaucoup à tous. Merci évidemment aux propriétaires d'avoir fait que cette aventure était possible avec nous. Et je vous laisse la parole, Monsieur le maire. Bien, merci beaucoup, Diane. Alors, mes chers amis, 3 mots-clés, vous l'avez compris: replanter, protéger et participer. Ce seront donc les 3 grands axes qui vont guider nos réflexions pour l'avenir du Pignada. Oui, la tâche, vous l'avez compris, est encore grande. Les réflexions se poursuivent pour intégrer toute la matière des contributions et les nombreuses idées qui nous ont été présentées. Je tiens quand même, encore une fois, à vous remercier, vous tous, les participants, pour la richesse des échanges et toutes les idées qui sont apportées. Bien sûr, remercier les élus qui m'accompagnent, Valérie, Christian, tous les autres aussi qui sont derrière, Yundam Pignada, Robert, Serge, sœurs de la congrégation. Merci les services du département. Merci les services de l'environnement. Merci les services de l'ONF, services incendie qui sont là. Merci les services, parce que tu en fais partie, Bernard, des servantes de Marie. Mais si vous permettez, un remerciement particulier à Diane, à son équipe Néorama, pour leur accompagnement, l'agence CEPA, pour toutes les créations graphiques de notre Pignada. Merci beaucoup. Merci. Alors si je devais retenir une chose de cette consultation et toutes nos réflexions, c'est que le Pignada, mes chers amis, est et restera une forêt, pas un parc urbain, pas un simple espace vert, mais bien une forêt. Et ça, on peut l'applaudir. Alors ce n'est pas une grande découverte, mais tout le monde s'accorde à ce que cet espace naturel reste le plus naturel possible, réservé à la faune et à la flore, en sanctuarisant même certaines zones pour favoriser la biodiversité loin des regards. Les chiffres nous montrent en effet que pour les participants, cette forêt est avant tout un réservoir de biodiversité et est un lieu de détente et de bien-être aussi. Donc soyez assurés que nous veillerons à respecter la substance du résultat présenté ce soir et que nous continuerons, comme le disait Peyo tout à l'heure, à chercher une participation active des citoyens et des associations pour faire de l'avenir de la forêt un véritable projet collectif. Je vous donne donc, mes chers amis, rendez-vous dans les prochains mois pour les différents chantiers participatifs, déjà mercredi, donc demain, après-demain, et vous présenter aussi le futur programme de reboisement dont tu as parlé tout à l'heure, mon cher Peyo, ainsi que des mesures de protection de mise en place pour une saison estivale sereine et en sécurité. Puisque vous l'avez compris, il y aura la brigade qui sera de nouveau mobilisée. N'oubliez pas, mes chers amis, cette forêt restera forêt. Je vous remercie.